Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idewani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Studio Tamani s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre au Mali. Des diabétiques face au défi de la prise en charge. 740 000 personnes sont diabétiques au Mali, soit 3% de la population malienne selon une statistique de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique en 2022. Ces chiffres ont été communiqués à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année. L'événement intervient alors que les personnes souffrant du diabète dénoncent la cherté de l'insuline. Cette injection est utilisée dans le traitement des personnes diabétiques de type 1 et 2. Où en sommes-nous avec la lutte contre le diabète au Mali? La prise en charge de la maladie est-elle suffisamment faite? La maladie gagne-t-elle du terrain? Comment prévenir le diabète? Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités. Karfa Maïga, président de la Fédération nationale des diabétiques au Mali. Madame Diane Aminata Noël Sangaré, pharmacienne et biologiste au téléphone. Et Djibril Traoré, endocrinologue, diabétologue. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Vous qui nous suivez sur 85 radio et 3 télévisions. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Bonsoir, chers invités. Docteur, qu'est-ce que le diabète? Merci, monsieur Maïga. Le diabète, c'est une maladie métabolique, c'est-à-dire c'est lié à un défaut ou une sécrétion d'insuline qui va entraîner une hyperglycémie. Et à la longue, il y aura des conséquences sur les vaisseaux, que ce soit les petits vaisseaux qu'on appelle les micros et les grands vaisseaux qu'on appelle les macros à la longue. Comment se manifeste-t-il? Le diabète, en fait, la différence entre le diabète et les autres maladies, c'est la douleur. En général, avec le début du diabète, il n'y a pas de douleur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le diabète sans se rendre compte pendant plusieurs années. Ça va se manifester par l'augmentation de la sensation de la soif. C'est des gens qui vont avoir tout le temps envie de boire de l'eau. La façon dont ils vont avoir envie de boire de l'eau, ils vont boire beaucoup d'eau. Et c'est la même façon qu'ils vont uriner. C'est-à-dire l'augmentation de la fréquence des urines. Et en plus de cela, il y aura l'asthénie. L'asthénie n'est d'autre que la fatigue. Parce que le premier carburant de l'organisme, c'est le sucre. Si l'organisme ne parvient pas à utiliser, en ce moment, il y aura un déficit d'énergie et l'organisme va sentir la fatigue. Et en plus de cela, à la longue, ça peut entraîner la perte de poids, communément appelée l'amaigrissement. En général, c'est les manifestations du diabète de façon générale. Alors, quelles sont les couches les plus assujetties à cette maladie du diabète? Le diabète, en général, ça affecte plus les femmes que les hommes. Comment? Parce que si on essaie de voir dans notre société, les hommes sont plus actifs que les femmes. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi des habitudes dans notre société. Une fois que les femmes atteignent un certain âge, en ce moment, ils vont laisser les tâches ménagères au profit des jeunes mariés dans la famille. Et aussi, si on essaie de voir dans nos couches, certaines ethnies n'exigent pas que les femmes travaillent, ou certaines religions ne veulent pas que les femmes travaillent. Ils ne font que manger et dormir. Étant donné que pour brûler les sucres dans le corps, il faut que l'organisme fournisse beaucoup d'efforts, surtout l'activité physique. Même si on essaie de voir maintenant dans notre société pourquoi le nombre de diabète est en train d'augmenter par rapport aux sociétés étrangères, parce qu'on a laissé nos anciennes habitudes. Auparavant, on bougeait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de voitures,
ni de moto. On s'est déplacé à travers la marche ou à travers les vélos. Mais maintenant, on a laissé ces habitudes au profit des motos, au profit aussi des voitures. On ne bouge plus. Et il y a d'autres points dont on pense que si on est obèse, que c'est un signe d'aisance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'argent. Même toi, M. Maïga, quand tu commences à perdre du poids maintenant, les gens vont te demander... La première question que les gens vont te poser, c'est de te demander, mais les activités ne marchent plus? Étant donné que le poids, c'est une maladie. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'on doit avoir des habitudes qui font qu'on perd du poids à travers nos alimentations, à travers nos modes de comportement, c'est-à-dire l'activité physique. Avec ça, ça nous permettra de diminuer le nombre de diabétiques. D'accord. À quel âge peut-on avoir le diabète? En général, on peut avoir le diabète à tout âge. C'est pour cela, pour comprendre ça, il faut comprendre il y a combien de types de diabète. Nous allons y arriver. Voilà. Nous allons y arriver. Monsieur Maïga, Karfa Maïga, à quel âge vous avez su que vous avez le diabète? Bon, c'est vers la cinquantaine, hein, ou au-delà de la cinquantaine. Bon, peut-être qu'il y avait les symptômes, mais j'ignorais ce que c'est. Je buvais beaucoup, comme il avait dit. Alors, j'avais toujours soif, la fatigue, et je pensais que c'était dû à mon poids. Mais c'est lors d'un dépistage que j'ai découvert que je suis diabétique. D'accord. Maintenant, comment se manifestait, certes vous avez dit que vous avez soif, mais quand vous avez su que c'était le diabète, quelle a été votre réaction? Bon, et le docteur qui m'a consulté m'a rassuré d'abord que ce n'est pas grave, il faut suivre seulement le conseil et appliquer ce qu'on te dit. Oui. Donc ainsi, moi on a découvert mon diabète, c'était en 2016, mais en 1996 déjà j'avais les symptômes. J'urinais beaucoup et je pensais que c'était dû au froid parce que j'étais en Europe un moment. Tu vois. Mais arrivé ici, quand on m'a dit que c'est le diabète et que je suis hypertendu en même temps, donc on m'a prescrit des médicaments. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces médicaments que je consomme. Cette urine est constatée pendant la journée, pendant la nuit, c'était comment? Oui, mais à tout moment, j'urinais, je buvais. Je mangeais trop. Ouais. Que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit? C'est ça, partout. Et parce que moi, je suis un Sahélien, mais un Sahélien, généralement, ne boit pas beaucoup d'eau. Mais c'était un paradoxe. Les camarades disaient que mais toi, en tant que Sahélien, tu ne fais que boire. Parce que je me promenais avec une glacière, tu vois, pour attiser ma soif. D'accord. Pour atténuer la soif. Madame Diané, vous êtes avec nous? Madame Diagne, bonsoir tout le monde. Bien. Oui, c'est Madame Diagne, oui. Madame Diaw. Oui, je suis avec vous. D'accord. Alors, dites-nous, comment peut-on détecter le diabète? Vous qui êtes pharmacienne, vous êtes également biologiste. Oui, en fait, le médecin a planté le décor de la clinique. C'est effectivement, la plupart du temps, c'est les malades qui vont voir un médecin et puis qui demandent la plupart du temps un bilan. Donc, dans tous les bilans, en règle générale d'ailleurs, le dosage de la glycémie est systématique. Mais chez les diabétiques, disons chez les personnes chez lesquelles le médecin soupçonne un diabète, il demande la glycémie et puis en fonction de l'histoire que le médecin reçoit du patient, il ajoute d'autres examens.
Ben, c'est vraiment la glycémie qui permet de déterminer la situation du malade par rapport au diabète. Et puis aussi, il demande la plupart du temps un examen d'urine aussi qui nous permet de doser le glucose dans les urines. Et quand on dose, parce que ce dosage aussi apporte un autre élément au médecin qui lui permet d'avoir une idée de quelle est la situation exacte de son malade par rapport à son diabète. Voilà, c'est donc le sucre qu'on dose et dans le sang et dans les urines. Alors, comment se manifeste, comment se fait le diagnostic de cette maladie? Non, c'est uniquement un dosage. C'est-à-dire là, si vous me demandez de vous parler de la technique ou des techniques qui nous permettent de doser le glucose, c'est une réaction chimique qui nous permet, on prend le sérum des malades et donc les urines et on dose le glucose dans ces éléments-là. D'accord. Par jour, combien d'analyses faites-vous biologiquement? Enfin, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend de la cadence, ça dépend des jours de prescription, ça dépend des saisons. C'est un peu compliqué de donner un chiffre comme ça. Ces analyses sont-elles fiables? Bien sûr. Qu'est-ce qui va dire que ces analyses ne sont pas fiables? Moi, j'ai un laboratoire dans le privé et de toutes les façons, on a des règles qui font qu'on est obligé de donner des résultats fiables. Est-ce qu'il arrive souvent de se tromper d'analyse, dire que telle personne est diabétique, plus tard on peut découvrir que cette personne n'a pas le diabète? Non, en principe, il y a quand même des situations particulières. C'est que quand quelqu'un, parce que normalement, le dosage de la glycémie se fait à la jeun. Quand un patient vient dans un laboratoire et qu'il demande une glycémie, s'il a mangé, ça va modifier le résultat. Par contre, s'il précise qu'il a mangé et qu'il est dans un état qui justifie qu'on fasse quand même la glycémie, à ce moment, on fait un examen et on a un taux qui est autorisé et qu'on peut considérer comme une glycémie postprandiale, c'est-à-dire la glycémie de quelqu'un qui a mangé et qui a du sucre au-dessus de la norme de quand on est à jeun. D'accord. Docteur, est-ce qu'il arrive souvent que les docteurs se trompent d'analyse de diabète? Oui, effectivement, ce que notre collègue vient de dire, c'est capital, parce que souvent les gens se trompent. La majeure partie, l'erreur du diagnostic vient au malade. C'est-à-dire, si le malade, on demande au malade d'être à jeun, et si elle a mangé et qu'elle parte à l'hôpital pour le prélèvement dans un labo, et le résultat qu'elle va nous donner, ça ne sera pas fiable. Sinon, simple glycémie, en général au Mali, vraiment, nous, on n'a pas de problème pour ça, parce que ce que notre collègue vient de vous évoquer, c'est ça. Le diagnostic du diabète, c'est très simple, c'est la glycémie seulement en Afrique. D'accord. Alors, quels sont les types de diabète que vous diagnostiquez? Bon, en général, grosso modo, on peut diviser le diabète en 3 parties. Diabète de type 1, en général, ça c'est chez les enfants. Ce genre de diabète arrive en général avant 30 ans. C'est lié à un phénomène auto-humain, c'est-à-dire les propres cellules de l'organisme s'attaquent à eux-mêmes, c'est-à-dire les cellules du pancréas, les îlots de l'ingérence qui sécrètent de l'insuline, à les détruire. Et en ce moment, il y aura une carence en insuline. Et c'est des types de diabète dont on ne peut pas vivre sans l'insuline. On est obligé de les remettre de l'insuline chaque jour pour qu'ils puissent vivre. C'est-à-dire l'insuline injectable. Bon, maintenant, en Europe, il y a aussi des pompes à insuline qu'ils utilisent. Maintenant, le
Deuxième type, celui qui n'a pas le moyen de se prendre en charge par l'insuline, est-ce qu'il existe d'autres alternatives puisque l'insuline, on va en parler plus tard, ça coûte très cher? Oui, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est capital. En général, au Mali, on dit Dieu merci, à travers l'ONG Santé Diabète. C'est une ONG qui a mis en place un système d'approvisionnement en insuline. Ce n'est pas seulement les insulines, hein, les matériels de contrôle de glycémie, que ce soit les bandelettes urinaires, que ce soit les appareils, que ce soit les bandelettes à la disposition des enfants diabétiques. Ça, on salue l'ONG Santé Diabète pour ça. Jusqu'à l'âge de 20 ou 21 ans, je ne sais pas trop. Et ils sont pris en charge par l'ONG Santé Diabète. Ce n'est pas seulement à Bamako. Hein. Partout, il y a l'accessibilité. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont mis un système dont il y a des référents, des médecins référents à l'intérieur du Mali. Et ils sont en train de gérer ces cas. D'accord. Sinon, diabète de type 1, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont pas d'insuline pratiquement dans leur corps. Est-ce que vous connaissez le rôle d'insuline? Expliquez-nous. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, surtout les îlots de Langerhans. C'est les cellules du pancréas qu'on appelle les îlots de Langerhans qui sécrètent de l'insuline. Et cette insuline, c'est une hormone qui vient prendre le sucre dans le sang et faire pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Comme le sucre, là, c'est notre première source d'énergie. C'est notre carburant principal. Est-ce que vous voyez? Et quand il n'y a pas d'insuline, il y aura l'augmentation du taux de sucre dans le sang. C'est ça qui va se manifester par les symptômes cliniques qu'on vient d'évoquer. C'est l'augmentation de la fréquence de la soif, des urines et la fatigabilité. Est-ce que vous voyez? Il y a un point dont beaucoup de gens veulent savoir ça. La quantité de sucre dans le sang. En général, le matin à jeun, avant de manger, la normale, c'est entre 0,70 à 1,10 g à jeun. C'est-à-dire sans qu'on mange, avant de manger le matin. Mais une fois que ça dépasse 1,10 jusqu'à 1,25, on dit aux gens faire attention. Attention, vous êtes à la porte d'entrée. Si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer dans la chambre. En ce moment, c'est des gens qu'on va leur dire de faire un régime hypocalorique, de diminuer le sucre le maximum possible. Mais une fois que la glycémie dépasse 1,26 g à jeun, avant le repas, en ce moment, on confirme que la personne est diabétique. Ça, c'est selon l'OMS. Ou bien, ce que le docteur disait, la glycémie après avoir mangé, une fois que ça est supérieur ou égal à 2 grammes, en ce moment, 2 heures après avoir mangé, si c'est supérieur ou égal à 2 grammes, en ce moment, on peut dire que la personne est diabétique. C'est ça qu'on utilise en général au Mali. Sur l'hémoglobine glyquée, ça c'est d'autres examens que les Américains utilisent, mais nous on utilise ça dans le suivi. D'accord. Et non dans les diagnostics. D'accord. Et le troisième type maintenant. Le deuxième type. Non, le deuxième type, ça c'est chez les adultes, en général à partir de 30 ans, normalement. Mais à travers nos habitudes alimentaires et l'inactivité de la population, on est en train de constater le type D chez les jeunes. Le type D, en ce moment, il y a l'insuline dans le corps, soit ce n'est pas de bonne qualité, ou bien la quantité n'est pas suffisante, ou bien il y a un problème de l'insulinorésistance. C'est-à-dire, les gens qui ont le gros ventre, il y a l'insuline, mais l'insuline prend le sucre dans le sang, il ne parvient pas à pénétrer dans les muscles et les tissus adipeux à travers l'organisme, parce que la graisse empêche l'insuline de faire ça. C'est pour cela que vous allez constater que les personnes obèses sont plus exposées au diabète que les autres populations. Est-ce que vous voyez? Et si vous voulez que je développe un peu aussi les facteurs favorisants du diabète. Allez-y. Les facteurs favorisants du diabète n'est d'autre que, il y a une notion de génétique, hérédité. C'est-à-dire si les parents ont le diabète, les enfants ont une forte chance d'avoir le diabète. Dans une famille dont les parents sont diabétiques, les enfants doivent faire attention. C'est héréditaire. Ça peut
venir de façon héréditaire, ou bien ça peut être lié à l'inactivité. Si on mange, on ne bouge pas, il y aura l'excès de sucre dans le sang. Parce qu'il faut qu'on bouge, qu'on fait des mouvements pour que l'organisme puisse brûler l'excès de sucre. Est-ce que vous voyez? Ça peut être lié aussi à l'obésité, surtout l'obésité androïde, les gens qui ont le gros ventre. Est-ce que vous voyez? Souvent aussi, ça peut être lié à des gens qui consomment beaucoup de sucreries. Les gens qui ne prennent que des sucreries. Les boissons sucrées, les jus sucrés, les thés sucrés. Le thé est bon, hein? Mais sans sucre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des facteurs favorisants. Et des femmes, pendant leur maternité, qui font des gros bébés à la naissance qu'on appelle la macrosomie fœtale. C'est-à-dire si le poids de l'enfant est supérieur à 4 kg, c'est des femmes qui doivent faire attention. Sinon, elles sont prédisposées à être diabétiques dans les années à venir. Ça, c'est en grosso modo les facteurs favorisants. Troisième type? Troisième type, en général, c'est le diabète. On dit les autres types. Sinon, ce n'est pas troisième type. Nous, on dit les autres types. C'est-à-dire, en grosso modo, il peut y avoir le diabète gestationnel. C'est-à-dire? Le diabète gestationnel, c'est un diabète qui survient pendant la grossesse. C'est-à-dire une femme qui n'est pas diabétique et que pendant la grossesse, on détecte qu'elle est diabétique. C'est ça qu'on appelle diabète gestationnel. Et ce diabète-là peut disparaître après la grossesse, comme ce diabète peut persister avant la grossesse. Après la grossesse. C'est-à-dire après la grossesse, sa glycémie peut revenir normale sans traitement ni rien. Mais chez d'autres personnes, vous allez voir, même après la grossesse, leur diabète, leur taux du sucre reste augmenté. En ce moment, on est obligé de le prendre en charge. Est-ce que vous voyez? Et il y a aussi des diabètes liés souvent à des médicaments qu'on ne va pas bien développer, sinon les gens ne vont pas comprendre. Il y a aussi des diabètes liés à d'autres maladies qu'on appelle les diabètes secondaires. Ça aussi, on va laisser ça entre parenthèses. Mais ce qui est fréquent dans notre société, c'est le diabète de type 2, qui est majoritaire. Et en deuxième position, le diabète de type viennent en deuxième position. D'accord. Karfa Maïga, comment évolue selon vous la lutte contre le diabète au Mali? Bon, on lutte contre le diabète par le dépistage pour déterminer le statut de ceux qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques ou qui ne sont pas diabétiques. Et au cours de ce dépistage, nous avons des questionnaires pour leur demander s'ils ont des parents diabétiques et en ce moment, ils deviennent des personnes à risque. Et on prend leur numéro et on les appelle souvent pour venir faire un débat, pour les faire comprendre ce que c'est que le diabète et leur conseiller par rapport à leur alimentation et à leur activité physique. Sinon, au Mali, on lutte contre le diabète. Au Mali, il y avait... La lutte est-elle suffisante? La lutte n'est jamais suffisante partout dans le monde. Au Mali, il n'y avait que 3 médecins au début. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine. Voici un exemple. Ce sont des jeunes diabétologues qui sont là, alors qu'ils sont presque dans tous les CCRF. Donc c'est un moyen pour lutter contre le diabète. Et maintenant, il y a la presse aussi, qui peut nous aider aussi à lutter contre le diabète. Et souvent, à travers votre débat, votre plateau, c'est un moyen aussi. La prise en charge est-elle suffisamment faite, assurée? Est-elle suffisamment assurée? Bon, vous savez que la prise en charge du diabète dépend du pouvoir d'achat de tout un chacun. Au Mali, les revenus sont très faibles. Dans nos familles, vous trouverez que sur 10 membres de la famille, il n'y a qu'un seul individu qui supporte alimentairement et ce qu'on appelle et même l'habitat. Alors s'il faut ajouter les médicaments, donc les médicaments, il y aurait un problème des médicaments. Et c'est pourquoi beaucoup de malades ont tendance à abandonner le traitement comme on appelle moderne au profit des traitements des praticiens. Tu vois? Parce que c'est une maladie chronique, on vit avec ça, donc le traitement c'est à long terme. Alors c'est pourquoi nous demandons à l'État
de voir comment on peut venir en aide aux diabétiques, comme les tuberculeux, les personnes atteintes du sida sont subventionnés. Et nous souhaitons que les diabétiques aussi soient subventionnés parce que le pouvoir d'achat du Malien est faible. Des diabétiques dénoncent la cherté de l'insuline en injection généralement utilisée comme traitement par les personnes diabétiques de type 1 et 2, suivant ce reportage de Lales Tangara. Au Mali, les autorités s'activent dans la lutte contre le diabète. Selon la Direction générale de la santé au Mali, les médicaments antidiabétiques sont accessibles partout au Mali. Abdoulaye Koné, responsable des maladies non transmissibles dans cette structure, souligne que la prise en charge se fait même au niveau des centres de santé communautaires CSCOM. Les traitements sont accessibles puisque aujourd'hui la prise en charge se fait, notamment le diabète de type 2, se fait juste dans les CSCOM. Quant au diabète de type 1, on peut les prendre en charge dans tous les CSRF du Mali. L'association des diabétiques à Ségou corrobore cette affirmation. Mais Modi Diallo, son secrétaire administratif, déplore la cherté des médicaments. Nous n'avons pas suffisamment de médecins qui font la prise en charge des diabétiques. Deuxième problème, les médicaments coûtent cher pour les diabétiques. L'insuline coûte à peu près 4 975. Également, la prise en charge des malades rapidement dans les centres. Notons que les spécialistes de la santé précisent que les tranches d'âge allant de 45 ans et plus sont assujetties au diabète de type 2. Karfa Maïga, président de la Fédération nationale des diabétiques du Mali, est-ce que ce reportage vous parle? Effectivement, je suis d'accord avec mon camarade malade du Ségou. Effectivement, le coût, comme je vous ai dit au début, le traitement à long terme coûte excessivement cher par rapport à nos revenus. Ouais, c'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent le traitement moderne au profit des traitements traditionnels. Ouais. Les diabétologues disaient tout à l'heure que le traitement est accessible à tous. Est-ce que vous confirmez? Bon, accessible à tous, c'est relatif. Dans les centres de santé, dans le Mali, les CCRF. les centres de santé, ce sont des coins minimes, mais va dans le Mali en profondeur, où les gens sont situés à combien de kilomètres de points de santé. Quand on a cette maladie chronique... Donc vous ne confirmez pas que c'est accessible à tous? Non, mais pas de chose aux citadins. Quand on parle de CCRF, les CCRF se trouvent dans les grandes cités. Les centres communautaires, c'est là où les gens ont compris le regroupement pour se protéger sanitairement. Mais est-ce que c'est tout le Mali? Non, ce n'est pas tout le Mali. Ouais. Madame, des diabétiques dénoncent la cherté de l'insuline. Vous êtes pharmacienne. Quelle explication avez-vous à donner à cette cherté de l'insuline? Oui, alors là, je ne suis pas du tout dans le domaine de l'officine, je ne peux pas vous dire, mais je pense quand même que, comme l'a signé le docteur, je ne connais pas son nom, donc le médecin de diabétologue. Docteur Djibril Traoré. Ah, Traoré, d'accord. Alors, je disais donc que moi, par rapport à la prise en charge des diabétiques, je suis convaincue que l'État fait le maximum et que on a parlé là vraiment dans le cadre de la pathologie, de la médecine moderne. Mais il y a deux éléments qui sont fondamentaux dans la prise en charge du diabète. C'est vraiment la nutrition qui est un domaine qui aide énormément les personnes qui ont le diabète à mieux gérer leur diabète. Et les nutritionnistes, ils aident particulièrement à équilibrer l'alimentation et surtout à avoir de bonnes pratiques vis-à-vis de l'alimentation. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que il y a aussi la formation, la sensibilisation des gens à l'usage abusif des médicaments traditionnels. Parce que les médicaments traditionnels agissent pour aider à maîtriser un certain nombre de symptômes du diabète.
mais la plupart n'agissent pas de façon sur le métabolisme comme l'a décrit tout à l'heure le docteur Traoré. Donc moi je pense que ça c'est deux aspects qui sont fondamentaux dans la prise en charge du diabète, et la fédération ou l'organisation des diabétiques, l'organisation de lutte contre le diabète, c'est des pans très importants dans leur programme en principe. Madame Diagne, vous êtes biologiste. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont développées au niveau des laboratoires pour avoir des médicaments, des traitements efficaces à la lutte contre le diabète? Je ne pense pas qu'il y ait un problème vis-à-vis de l'efficacité des médicaments. Il n'y a pas de problème au niveau des médicaments parce que, comme l'a dit le docteur Traoré tout à l'heure, il y a l'insuline et il y a les hypoglycémiens. Mais à côté du traitement, il y a des comportements. Et à côté des comportements, il y a des attitudes que la sensibilisation, qui est l'activité principale en général des organisations de lutte contre le diabète. Et puis, c'est surtout des ONG, c'est surtout des bonnes volontés qui aident les programmes à faire face aux besoins des diabétiques. Voilà. D'accord. Le 14... C'est mon approche en tout cas. D'accord. Le 14 novembre de chaque année est dédié aux diabétiques. Docteur, est-ce qu'il y a eu une célébration au Mali à ce jour? Oui, effectivement, il y a eu une célébration. Chaque année, le Mali fête ça, et aussi à travers le dépistage, à travers la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Mais en général, c'est organisé par les endocrinologues des diabétologues et avec l'association des diabétiques. En quoi l'organisation de cette journée est utile pour les diabétiques selon vous? En général, c'est pour la sensibilisation en fait. C'est pour la sensibilisation et aussi c'est pour le dépistage gratuit. C'est-à-dire, lors de cette journée, on fait des prélèvements chez les gens. Les gens viennent, vous savez, dans notre société, les gens aiment les gratuits. Si on dit qu'on est en train de faire des dépistages gratuits, beaucoup de gens viennent. On profite de ça pour faire le diagnostic de plusieurs personnes. Parce que comme je vous ai dit, le diabète, c'est une maladie, en général, c'est asymptomatique. Il n'y a pas de douleur, sauf si que la glycémie arrive à un certain moment qu'il y aura des manifestations. Sinon, il y a beaucoup de gens qui se promènent avec leur diabète pendant plusieurs années. Mais c'est à travers ces journées de dépistage qu'on parvient à poser le diagnostic de plusieurs personnes. Parce qu'en fait, le diabète, l'avantage du dépistage, c'est de poser le diagnostic tôt. Parce que le diabète, le problème, c'est le diagnostic. Une fois qu'on parvient à poser le diagnostic tôt, ça nous permet de commencer la prise en charge tôt et ça nous permet de retarder ou même d'empêcher les complications à venir dans les années à venir. D'accord. Alors, est-ce que ces journées ont eu vraiment des impacts positifs dans la lutte contre cette maladie? Est-ce qu'il y a eu des impacts positifs? Si, il y a eu des impacts positifs. L'impact positif, c'est quoi? Parce que chaque journée, si on fait, on parvient à poser les diagnostics de plusieurs personnes. Et aussi, ce qu'on vient de faire là, ça fait partie des événements de la journée. La sensibilisation. Parce que vous allez voir que si on essaie de développer un peu la prise en charge du diabète, il y a beaucoup de gens qui vont dire que il faut que je laisse tel comportement pour ne pas être diabétique. Ça, c'est déjà un impact positif. Et aussi, à travers les dépistages, qu'on parvient à poser le diagnostic de quelqu'un qui est diabétique, qui n'a pas de complications, ni en ce moment, on gagne du temps pour la prise en charge. D'accord. Vous êtes diabétique. Est-ce que vous avez trouvé cette journée utile pour vous? Est-ce qu'elle est utile? Oui, la journée est utile
comme l'a dit le docteur, en plus du dépistage, c'est une journée de plaidoyer. On plaide auprès du gouvernement, auprès des institutions internationales, les problèmes qui prévaut au Mali ici. Quelles sont les doléances que vous avez eu à mettre sur la table? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis des doléances sur la table? Si, on a émis des doléances. Lesquelles? Nous avons demandé au ministre de la Santé d'intervenir auprès du ministre de la Justice et le ministre de la Communication pour diminuer la publicité, comme on appelle, fausse des médicaments. Parce que lorsqu'un guérisseur te dit que je peux guérir le diabète, c'est qu'il ne connaît pas le diabète. Moi, j'ai eu à organiser une formation en commune 2 avec les praticiens, mais qui, au début, ils disaient qu'ils connaissaient tous le diabète. Mais vers la fin, ils ont reconnu réellement qu'ils ignoraient ce que c'est que le diabète. Oui. Et c'est l'occasion aussi d'approcher les organisations internationales comme l'OMS. Parce que ce matin, nous étions avec le représentant de l'OMS au Mali qui assistait et qui a même intervenu. Ouais. Donc on les sensibilise pour qu'ils puissent développer la prise en charge du diabète à travers la formation des médecins et dans les périphériques. Vous avez dit que vous avez demandé au ministre d'interdire les fausses... D'intervenir. Voilà. Alors que tout de suite, Mme Diane parle de traitements traditionnels qui sont certains qui sont efficaces. Est-ce que vous contredisez ce qu'elle venait de dire? Non, mais il y a des traitements qui peuvent diminuer le taux de glycémie, mais il y a des traitements abusifs aussi, qui n'ont rien à voir avec le diabète. Parce que les gens ne cherchent que de l'argent. La plupart de nos camarades sont morts par suite à l'abandon du traitement moderne. Oui. Combien au Mali, selon vos statistiques? Non, je ne peux pas te dire exactement, mais je sais qu'il y a plusieurs diabétiques. Comme je vous ai dit, le traitement à long terme est très cher. Et les gens abandonnent le traitement moderne au profit du traitement traditionnel. Ces traitements traditionnels qui ont causé des morts, c'est dans quelle localité du pays? Même à Bamako, à Barakala, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont abandonné le traitement. Et ceux qui le proposent ne connaissent même pas ce que c'est que le diabète. Ils ne connaissent même pas, soit même des produits toxiques, on les revend. Par exemple, lorsqu'on met du miel, on prépare un médicament avec du miel contre le diabète. C'est comme si on te dit d'aller prendre du sucre, alors que le diabète, un diabétique ne doit pas prendre du sucre. Le sucre rapide. Et le médicament, tu dois prendre chaque jour. Donc, une quantité de miel. Donc, la glycémie ne va jamais être équilibrée. Alors, aujourd'hui, quels sont les quotidiens des diabétiques? Bon, le quotidien des diabétiques, c'est toujours, comme on appelle, la vie avec la canam. Il y a eu un allègement. Parce que tous ceux qui cotisent ont au moins dépensent 30% du coût de leur traitement, de leur analyse. Mais les autres, actuellement, la majorité des diabétiques ne sont pas des salariés. Ne sont pas, donc finalement, le coût des médicaments leur arrive très cher. Ouais. Madame Diane, est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment des moyens qui ont été mis en place pour lutter contre le diabète efficacement dans le pays? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Traoré sur tout ce qu'il a décrit et monsieur Maya, je crois. Oui. Oui.
M. Maïga aussi, sur tout ce qui est fait à travers les activités de lutte contre le diabète. Et puis, il a bien fait de souligner aussi la question de l'assurance maladie, qui doit en principe évoluer vers ce qu'on appelle le RAMU. Et le RAMU, c'est une assurance universelle. Donc, et je crois que les activités et les actions sont en cours pour que cela soit possible. Et là, il s'agira de prendre en charge l'ensemble des populations du Mali par rapport à l'assurance maladie, quoi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est en cours. La maladie du diabète gagne-t-elle du terrain selon vous? Bon, ça, c'est difficile de le dire parce que le docteur Traoré a bien posé le problème en précisant que c'est vraiment notre mode de vie qui a changé et qui a donné une très grande place aux maladies métaboliques. Et même rien qu'avec ça, on sait que le diabète est une maladie qui évolue beaucoup. D'accord. Docteur Traoré, quel est aujourd'hui le taux de prévalence dans le pays? Vous venez de dire, depuis le début, mon cher. Peut-être vous allez confirmer, vous allez donner... C'est vrai. C'est vrai ce que vous venez de dire, c'est vrai, c'est des estimations. Sinon, on ne peut pas connaître le nombre exact du diabète. Parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui sont en train de traîner avec leur diabète dans la société, sans se rendre compte. Mais on donne des prévalences, on donne des estimations. D'accord. Mais on doit faire quoi pour diminuer? C'est ça qui est... D'accord. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, le diabète peut être soigné? C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut soigner le diabète? Est-ce que ceux qui tombent malades du diabète peuvent être guéris du diabète? Totalement. M. Maïga vient de vous répondre, monsieur. C'est une maladie à long terme qu'on fait notre vie avec. Oui, on peut faire notre vie avec, mais est-ce qu'on peut guérir de ça totalement? Ça, lui, il a dit qu'on peut vivre avec le diabète jusqu'à ce qu'on refuse de manger. jusqu'à la mort. Non, jusqu'à ce qu'on refuse de manger. On ne refuse pas de manger. Sinon, c'est ce que M. Maïga vient de dire, c'est ça. Si quelqu'un atteint du diabète, en général type 1, type 2, en général c'est le traitement à long terme et c'est coûteux. Vraiment, il faut que les gens soient très courageux ou aussi accepter leur maladie. C'est ça que je dis tout le temps à mes patients. La première des choses, si on parvient à poser le diagnostic, c'est une chance. Vous devez accepter votre maladie et vivre avec sans problème. Sinon, on peut vivre sans prendre des médicaments, mais on va mal vivre. D'accord. Alors, comment prévenir, selon vous, cette maladie? La prévention, ce n'est d'autre que le changement de comportement. C'est-à-dire diminuer le maximum possible le sucre rapide. C'est-à-dire les boissons sucrées, les jus sucrés. Et vous, surtout vous les médias, vous devrez jouer un grand rôle pour ça, surtout la sensibilisation. Parce que si on regarde les médias, chaque jour, on voit de nouvelles boissons qui arrivent sur notre territoire. Vous devez vraiment sensibiliser la population, diminuer les boissons, n'importe quelle boisson sucrée, le maximum possible. Et de laisser ces boissons-là au profit des fruits et l'activité physique. La lutte contre le diabète est-elle possible en 30 secondes? Bon, la lutte, on ne peut pas éviter le diabète tant qu'on est indiscipliné. Parce que quand on est obèse, on est sédentaire, on ne peut pas éviter le diabète. D'accord. Madame, la lutte contre le diabète en 15 secondes est-elle possible au Mali? Pardon, je n'ai pas compris. La lutte contre le diabète est-elle possible au Mali? Mais bien sûr, on est en plein dedans. D'accord.
Merci madame. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le traitement du diabète. Nous étions avec Karfa Maïga, président de la Fédération nationale des diabétiques au Mali, madame Diagne Aminata Noël Sangaré, pharmacienne et biologiste qui était au téléphone, et docteur Djibril Traoré, endocrinologue et diabétologue. À la présentation de ce débat, Imrana Akilo Maïga. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly, à la régie vidéo Mamadi Keita, à la mise en onde Ibrahim Sanogo. Merci d'avoir suivi ce débat que vous pouvez réécouter sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat.